ne se contente pas de visiter les malades et de témoigner son foi, mais elle ne manque pas de prendre conseil des évêques et des personnalités importantes du lieu où elle se trouve. Avec eux, elle s'entretient des événements concernant la ville. C'est ainsi qu'elle rencontre souvent à Reims l'évêque Rémi. Tous deux sont inquiets. La puissance et l'autorité des Romains s'affaiblissent de jour en jour. Les Francs, au contraire, ont une influence grandissante. Le roi Childéric meurt à Tournai en 481. Son fils Clovis lui succède, il n'a que 15 ans. C'est un prince intelligent et courageux. Bien que païen, il semble favorable à la religion chrétienne. Aussi, lui écrivons à l'occasion de son avènement. Rémi se permet-il de lui donner quelques conseils? Habile, Clovis se rend sympathique aux populations gauloises. Son influence remplace peu à peu celle du dernier gouverneur romain, Siagrus, qui demeure à Soissons. Lorsqu'en 486, Clovis décide de porter le dernier coup à la puissance romaine. Siagrius est rapidement vaincu. Il demande asile et protection au roi des Visigoths, qui réside à Toulouse. Mais Clovis veut une victoire totale. Il obtient qu'on lui livre son ennemi et le fait mettre à mort. Puis, avec ses Francs encore sauvages et barbares, il s'installe à Soissons, dans l'ancien palais du gouverneur vaincu, et il entreprend d'achever la conquête de la Gaule, s'imposant plus souvent par la force que par la douceur. Durant 10 ans, les bandes armées de Clovis sillonnent les pays du nord de la Loire, tuant, volant, pillant. Souvent, les évêques protestent et Clovis fait rendre aux églises les objets sacrés qui ont été volés. Son succès va grandissant. Il sent que l'heure est venue et il convoite Lutèce. Mais comme au temps de l'invasion d'Attila, 35 ans auparavant, Geneviève veille. Elle veut à tout prix que la foi, encore vacillante, de ses compatriotes soit préservée. Or, Clovis et ses Francs sont païens, et les deux sœurs du roi, converties au christianisme, professent l'arianisme. C'est encore une très grave hérésie qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ. Dans ces conditions, n'est-il pas téméraire d'ouvrir toutes grandes les portes de Lutèce au jeune souverain? Geneviève prêche la résistance, mais Clovis domine peu à peu tout le pays d'alentour. L'étau se resserre autour de Lutèce menacée par la famine. Va-t-il donc falloir capituler? Les Parisiens se tournent vers Geneviève. Ce n'est pas encore le moment, leur dit-elle. Il faut résister. Et elle organise elle-même le ravitaillement de la cité. Comment s'y prendre? Toutes les routes sont occupées par les Francs. Elle n'est pas embarrassée. Elle utilisera le fleuve. Non en le descendant car ses nombreux méandres pourraient cacher des embuscades, mais en le remontant jusqu'en campagne où on trouvera des vivres. Trompant la surveillance ennemie, Geneviève s'embarque avec de courageux bateliers. À quelques lieues de la cité apparaît soudain un obstacle infranchissable. Un arbre énorme, sans doute amarré par les Francs, barre la Seine sur toute sa largeur. Que faire? Doit-on retourner en arrière? Ce serait bien mal connaître Geneviève. Approchez doucement de la rive, dit-elle au batelier. Quand ce fut fait, et maintenant coupez l'arbre. Les hommes se regardent. A-t-elle perdu la tête? C'est impossible, ils n'ont pas les outils nécessaires. Mais se retournant, ils voient Geneviève à genoux, plongée dans une prière fervente. Ils reprennent confiance. L'arbre finit par céder, entraînant le barrage, tandis que deux monstres hideux, deux démons peut-être, s'enfuient. La frêle embarcation poursuit sa route. Après avoir traversé Melun, Montero, elle quitte la Seine à Romilly et remonte l'Aube jusqu'à Arcis. Là, un des chefs de la ville, apprenant le passage de Geneviève, accourut et le supplia de s'arrêter pour guérir sa femme paralysée depuis 4 ans. Aimée de pitié, Geneviève accepte d'interrompre son voyage pour aller visiter la malade. Une prière fervente, un signe de croix et l'infirme est guéri à l'heure même. Puis, délaissant la rivière, Geneviève poursuit son voyage par la route, plus sûre que celle de l'environ Paris. Les habitants d'Arcis lui promettent de lui préparer d'importants colis de ravitaillement qu'elle prendra au retour. À Troyes, elle atteint le terme de son voyage. La nouvelle de sa venue a précédé son arrivée. Aussi, une foule nombreuse accourt-elle pour la recevoir et lui présenter des malades et des infirmes. Un aveugle, un jeune homme atteint depuis 10 mois d'une fièvre persistante,
Les posséder, elle les guérit tous. Sa popularité est telle qu'on veut non seulement lui parler et la toucher, mais encore arracher des morceaux de ses vêtements pour en obtenir des miracles. Geneviève n'en retire pas orgueil. Humblement, elle va se prosterner sur le tombeau de Saint-Loup, le compagnon de Saint-Germain. Longuement, ardemment, elle prie ses deux protecteurs, auxquels elle confie sa chère Lutèce, le jeune roi païen, l'avenir chrétien de son pays. Elle implore de lumière, force et courage. Pendant ce temps, les champenois reconnaissants collectent des provisions à l'intention des Parisiens. Ils se montrent très généreux. Céréales, farines, fruits et légumes sont entassés dans des barques qui seront acheminés vers Romilly par la rivière, tandis que Geneviève regagnera Arcy par la route. Là, elle recueille encore un important ravitaillement. Aussi, lorsqu'elle rejoindra le convoi fluvial arrivé directement de Troyes, c'est une flottille de 11 bateaux qui descendra la Seine jusqu'à Lutèce. Cela n'est pas sans danger. Les barques, très chargées, pourront-elles lutter contre les vents, les courants aiser les embuscades ennemies?